10 personnes meurent d'avoir respiré de l'amiante. Appartements, maisons, parkings, hôpitaux, routes, écoles, jardins publics. 20 ans après son interdiction, la fibre mortelle est partout autour de nous, au point que d'ici à 2050, les spécialistes prévoient 100 000 nouveaux décès. Nous sommes allés à la rencontre de ces habitants contaminés par leur environnement. Les plaintes s'accumulent sur les bureaux des juges et pourtant, aucun procès pénal n'a encore eu lieu en France. Enquête sur le plus meurtrier des scandales de santé publique, signé François Mali et Antoine Roux. Un cimetière et de la poussière. C'est toute l'histoire de l'amiante. Une histoire pleine de mensonges qui aurait pu commencer ici à Aulnay-sous-Bois. De 1938 à 1975, une usine broie de l'amiante en quantité industrielle. Pendant 37 ans au grand air, les fibres d'amiante se dispersent en masse autour du site. À l'époque, on ne sait rien. Personne n'a conscience du danger. Alors le maraîcher se plaignait d'avoir de la poussière sur ses légumes constamment. Il embauchait d'ailleurs des gamins pour nettoyer les légumes. De l'autre côté, une école qui existe toujours. Sur ses bancs dans les années 50, Pierre Léonard, dit Pierrot. Devenu adulte, il est resté vivre à Aulnay-sous-Bois. Gérard Voide était son beau-frère. Pierrot avait 49 ans. Il a déclaré son mésothélium à 48 ans et il est décédé à 49 ans. Bon, il avait vraiment les poumons pleins d'amiante. Il n'a jamais travaillé à l'usine. Les médecins nous ont expliqué que ça ne pouvait être que l'amiante. Pierrot, son frère et sa sœur prenaient ce chemin pour aller à l'école, passaient devant l'usine tout le temps et ils entendaient effectivement un espèce de comme un moulin à café qui broie comme ça. C'était les broyeurs. La plainte déposée par la famille pour homicide par imprudence s'est soldée par un non-lieu. Pourtant, ici, tous en sont persuadés. C'est bien l'amiante de l'usine qui a tué Pierrot et avec lui d'autres habitants d'Aulnay-sous-Bois. Nous, on en est à 131 victimes uniquement recensées par les associations. Et dans ces 131 victimes, on a 32 ou 33 mésothéliums, ces fameuses cancers de la plèvre qui sont extrêmement rares. Et tout à fait, enfin, qui dénotent bien que là, il y a un problème, il y a une catastrophe sanitaire, quoi. Nous, on constate, quoi. On compte les morts. 71 morts, 60 malades. Des ouvriers, des riverains de l'usine disparue et des anciens élèves de l'école aussi. Une étude épidémiologique officielle a bien confirmé des cas de contamination. L'Agence régionale de santé a donc dû enquêter pour retrouver les victimes potentielles. À partir des registres scolaires, nous avons travaillé avec la sécurité sociale pour partir du code INSEE, retrouver les adresses éventuelles aujourd'hui des personnes qui peuvent avoir quitté effectivement Aulnay depuis ces dates. Et donc aujourd'hui, nous avons à peu près identifié 3 à 4 000 personnes. Ça n'a jamais été fait en France. De rechercher une population concernée par une contamination environnementale, ça n'a jamais été fait. Voici la lettre adressée par l'Agence régionale de santé aux anciens élèves. Des poussières d'amiante ont été produites. Ayant été scolarisées à proximité immédiate, les autorités sanitaires vous recommandent de consulter votre médecin traitant. Depuis 1995, ce sont les associations qui poussent l'État à enquêter sur cette affaire. À leur côté, Annie Thébaumoni. Pour cette chercheuse de l'INSERM, la traque des victimes ne permet que partiellement de mesurer la contamination. Sur ces 600 personnes qui nous ont contactés, nous avons 200, 300 victimes avec tel type de pathologie. Même avec cet univers restreint, ça permettra de montrer l'ampleur des dégâts d'une contamination environnementale.
Pour la première fois depuis 1961, à notre demande, Jocelyne Cariou revient dans son ancienne école. Une école que la petite fille a fréquentée de la maternelle au CM2. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. L'usine disparue, l'ancienne élève s'en souvient très bien. On se demandait ce qu'ils pouvaient faire pour que ce soit tout blanc comme ça, mais c'est tout, quoi. C'est tout. On ne s'est pas posé d'autres questions dans ce temps-là. Il y a 4 mois, lorsqu'elle reçoit la lettre de l'agence de santé, Jocelyne sait déjà qu'elle a été contaminée. J'aurais une petite plaque pleurale. Donc, tous les ans, il faut que je passe un scanner et que je voie un pneumologue. On se dit, c'est quand même anormal qu'on ait laissé une usine comme ça en plein centre d'une zone pavillonnaire. Mais à Aulnay-sous-Bois, les victimes de l'amiante ne sont pas seulement des anciens élèves ou des riverains de l'usine. Gisèle Delay résidait à l'époque 1,5 km plus loin. Il y a 4 ans, cela a commencé par une gêne respiratoire. Eh bien voilà, je me suis mis à respirer de moins en moins bien, une courte période, une quinzaine de jours, et j'ai fini par devoir dormir assise. Je suis allée faire la radio, et j'ai vu à la tête du radiologue que c'était grave. Puis là, je me suis embarquée dans cette grande aventure du traitement du mésothélium, où j'ai découvert... Mais je savais, parce que ça m'avait toujours scandalisé, cette maladie que les gens attrapaient à gagner leur vie. Donc j'étais au courant. Je savais qu'il n'y avait pas de traitement. Je savais qu'on ne pouvait pas en guérir. Donc quand on m'a annoncé mésothélium, j'étais flinguée en plein vol. Flinguée. Moi, j'avais ma vie professionnelle, j'avais mon cabinet qui roulait, j'étais en plein dans la vie active. Et puis, d'un seul coup, la mort était là. Dans les années 70, quand elle était encore orthodontiste, Gisèle a beaucoup fréquenté l'école, mitoyenne de l'usine d'amiante. Moi, j'ai été faire du dépistage dentaire chaque année dans cette école, puisque je faisais des dépistages dentaires tous les ans dans toutes les écoles d'Aulnay. Donc je suis allée dans cette école. Moi, j'allais faire mes courses à Aulnay Centre. Je passais devant cette usine. Je ne me rendais même pas compte que c'était une usine. Je ne savais pas. Si j'avais su qu'une usine d'amiante était à Aulnay, je ne serais jamais venue à Aulnay. Parce que je savais que c'était cancérigène. En 2015, le danger de l'amiante est connu de tous. Et la menace qu'il représente pour notre santé est toujours présente. Chaque jour. Parfois même au coin de la rue. Bonjour. Mairie de Paris. Nous sommes sur le chantier du tramway. Je vous fais une visite inopinée. Pendant des années, de l'amiante a été mélangé au bitume des chaussées pour en accroître la résistance. Personne ne le sait vraiment, mais il y aurait de l'amiante dans 40% des rues de Paris. Alors, quand il faut redessiner la voirie, la sécurité est maximale. À cause de l'amiante, le moindre coup de pelle devient dangereux. Des chantiers désormais surveillés de près. L'agent de la mairie pénètre la zone à risque sous haute protection. Pour empêcher la contamination de l'environnement, les règles sont strictes. Derrière des bâches isolantes, brumisation pour coller au sol toute la poussière et au fur et à mesure, arrosage des gravats. On a la signalétique, les barrières sont bien en place, on n'a pas de barrières qui sont tombées, on n'a pas de film qui se décolle. Tout a l'air OK par rapport à ce qui est prescrit. Ce jour-là, aucune infraction à signaler sur ce chantier. Aucun risque pour la santé des ouvriers et des riverains, mais cela n'est pas toujours le cas. Sans les contrôleurs de la voirie, cette fois sur un autre site du futur tramway, voilà ce que nous avons filmé. Des ouvriers bien protégés, un chantier clos, mais une poussière chargée d'amiante qui se dégage sous l'effet du marteau-piqueur. Visiblement, ce jour-là, toutes les précautions n'étaient pas prises. Ces images, nous sommes allés les montrer à la mairie de Paris. Nous y retrouvons notre ingénieur qui relève une faute, l'absence d'humidification.
La situation est inadmissible. On ne peut pas laisser la poursuite de ce type de tâches sur ce chantier. Et je suis d'accord aussi pour vous dire qu'on va analyser la séquence, qu'on va rappeler alors l'entreprise, qu'on va renforcer nos contrôles et qu'on mettra tout en place pour que les choses se passent au mieux possible sur nos chantiers. Nous avons voulu poser quelques questions à l'entreprise de travaux publics en charge des chantiers du tramway. Mais Colas a refusé de commenter nos images. En revanche, la société de travaux publics devra répondre à la mairie de Paris. Il y a une semaine, dans cette lettre recommandée, le directeur de la voirie constate que l'entreprise Colas n'a manifestement pas respecté les règles de sécurité concernant l'amiante. Je vous demande donc de m'apporter dans les plus brefs délais les explications relatives à ces graves manquements. Contraignantes au grand air, les règles de sécurité le sont encore plus dès qu'il s'agit de dépolluer nos intérieurs. Car dans nos appartements aussi, il y a de l'amiante. Albi, le quartier Ressac, une cité HLM construite au milieu des années 60. La plupart de ces habitations contiennent de l'amiante, alors désormais, avant chaque début de chantier, ce sont des précautions infinies qui sont prises. La prestation est de confiner complètement la pièce par du polyane sur les murs, les plafonds et les sols. Dans cet appartement, comme souvent, c'est la cuisine qui est le principal chantier. Sur les 408 logements que nous avons en mission à réhabiliter, on a 82 cuisines à désamianter. L'amiante se situe dans la colle des faïences ainsi que les faïences murales. 2 petits mètres carrés seulement à dépolluer par appartement, mais pour le bailleur social, le surcoût de l'opération est immense. Une cuisine comme ça, sans amiante, on s'en sort à 1 000 euros. Avec amiante, on est autour de 8 000 euros. Nous, sur 8 600 logements, nous en avons plus de 7 000 qui ont été construits avant 1997, donc qui potentiellement peuvent contenir de l'amiante. Dans l'immeuble d'à côté, des locataires viennent de réemménager. Leur appartement a été refait à neuf. Maintenant, ils ont enlevé l'amiante. Nous, on est contents des travaux. On est contents des travaux. Il fallait faire tout le logement. Mais le bailleur, lui, est bien obligé de reconnaître que de l'amiante, il y en a encore. Dans cet appartement, potentiellement, il peut y en avoir pour la colle des dalles qui ont été recouvertes par ce sol. En tout cas, nous, en mesure de précaution, on dit à nos ouvriers, puisque c'est compliqué d'aller regarder à chaque pièce, de ne plus trouer les sols. On conseille aux locataires de ne plus trouver le sol. On préfère mettre des arrêts de porte dans les murs plutôt qu'au sol. Même dans un appartement rénové. Même dans un appartement rénové. L'amiante, les parties communes n'y échappent pas non plus. Non, mais là, on en a, par exemple. Jusqu'au toit. Et puis on le changera lorsque son état de conservation sera dégradé, commencera à se dégrader. On changera la totalité de la toiture par d'autres matériaux, mais par l'extérieur. On aura une isolation, un confinement de cette partie-là. On changera par l'extérieur. Serge de Langsdorff est l'un des premiers en France à s'être lancé dans le désamiantage, à la fin des années 80. Un marché prometteur. On en a pour combien de temps se débarrasser de tout ça? Pour l'amiante, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 10 ans, tout le monde disait, bon, dans 5 ans, c'est fini. Et il y en a encore pour 30 à 40 ans. Il y en a partout. Tous les bâtiments construits après 60, dans les années 60, commencent à avoir, tous les HLM et autres, commencent à avoir de la peinture à base avec de l'amiante. Les carrelages dans les salles de bain sont collés avec de la colle amiantée. Et donc, on en trouve partout. Et avant de résorber tout ça, il y en a pour 30 ans. Aujourd'hui, 3 millions de logements du parc HLM français sont en attente de désamiantage. Coût estimé, 2,3 milliards d'euros. Une somme qui permettrait la construction de 120 000 logements neufs. En France, la décontamination est donc un combat sans fin tant l'amiante est partout. Dans cette gigantesque bataille, ceux qui sont en première ligne, ce sont les ouvriers du désamiantage. Des hommes qui veulent croire qu'aujourd'hui, ils sont bien protégés. On a confiance en ceux qui ont fait des études là-dessus pour... Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il y a confiance, on espère qu'ils ne vont pas faire une deuxième erreur. J'espère qu'ils ne vont pas, sur nous-mêmes, nous resservir de cobayes, quoi.
On est quand même mieux protégé qu'il y a 30 ou 40 ans qui n'étaient pas protégés du tout. Pas exposés. Ouais, c'est clair. Mais j'ai quand même une pensée souvent pour ces gens-là, quoi. Nous, on sait. Les ouvriers du bâtiment, pour ne pas avoir su, paient aujourd'hui un lourd tribut à l'amiante. Pour un trou dans un mur, pour des travaux de rénovation, beaucoup ont été exposés sans avoir été avertis du danger. Pendant 20 ans, cet expert amiante a arpenté des centaines de chantiers pour l'assurance maladie. L'amiante, il le connaît sous toutes ses formes. Ça, ce sont des flocages, des enduits, les dalles de sol, beaucoup de colle, de carrelage et autres. Ce mastic, il a 50 ans, joint caoutchouc amiante, vendu dans le commerce pour le bricolage. Il y a environ 200 grammes d'amiante là. Si je pouvais bien les disséminer, je pourrais polluer à plus de 5 fibres par litre des quartiers complets de Paris. Un collectionneur de poison qui s'alarme pour tous ces ouvriers qui ignorent les risques. Il y a plus d'1 million de personnes susceptibles d'être exposées à l'amiante de temps en temps et très régulièrement 300 000 dans le bâtiment. Il y a 10% de personnes formées. Tous les gens du second œuvre, de la maintenance et autres, ils sont exposés presque tous les jours. Et vont donc respirer peut-être que des petites quantités d'amiante, mais petite quantité par petite quantité. Qu'est-ce que ça donnera 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard? Les prochains malades, ce sont ceux qui ne se protègent pas. Alors, en banlieue parisienne, un centre de formation prépare désormais les ouvriers à affronter le danger. Je vais vous laisser travailler en binôme. L'un pour l'autre, vous allez vous habiller, les bottes. Le formateur Philippe Ferré va faire prendre conscience à ses 2 stagiaires qu'à cause de l'amiante, ils ne travailleront plus jamais comme avant. Ce sont donc des intervenants d'entreprises dont le métier n'est pas de faire du retrait d'amiante, mais au cours de leur activité, ils vont rencontrer un matériau pouvant contenir de l'amiante. Ils doivent être formés de manière à pouvoir intervenir en sécurité pour eux, pour l'environnement et les autres personnes qui pourraient être autour de leur activité. Il faut bien coller le gant à la combinaison. Il ne faut pas qu'il y ait de passage d'air. Comme pour les bottes, pareil. Julien et Florian installent des systèmes d'alarme pour des ascenseurs. Ils travaillent parfois dans des endroits amiantés. Il est 15h20, on déclenche les chronos. Allons-y. Après 40 minutes de préparation, les 2 ouvriers peuvent enfin passer à l'action. Un simple trou à la perceuse. Mais en présence d'amiante, même les travaux de base deviennent compliqués. Tant que ça n'a pas été enlevé complètement, c'est toujours d'actualité. Et je pense que ça sera encore un bon bout de temps. Des ouvriers exposés chaque jour. Des dizaines de milliers de victimes déjà. Une décontamination qui va coûter des milliards d'euros. Comment la France en est-elle arrivée là? Qui sont les responsables? Entre l'homme et l'amiante, tout avait pourtant bien commencé. La découverte de cette roche naturelle, aux fibres isolantes et résistantes au feu, est un bonheur pour les industriels. Dès le début du XXe siècle, ils l'utilisent partout. La construction, l'électroménager, les jouets, les freins de voiture, les avions, les bateaux. La liste est longue. Mais avant, ça n'allait pas très bien la santé. La France devient le premier importateur d'amiante en Europe. Mais dans les années 70, on découvre que l'amiante est mortelle. Certains de vos collègues sont morts. Certains de vos collègues qui travaillent avec vous ici même dans cet atelier. Même j'ai un beau-frère qui est décédé. De plus, nous n'avons aucune garantie quant à la manière dont seront exécutés ces travaux. C'est en 1976 qu'éclate le premier scandale de l'amiante. Jussieu est, il est vrai, particulièrement pollué. À l'université de Jussieu à Paris, bourré d'amiante, les ouvriers n'ont reçu aucune protection, à la plus grande colère des étudiants. On a fait travailler, retirer l'amiante parce qu'elle était dangereuse, seulement on ne l'a pas dit aux ouvriers que c'était dangereux. Donc on fait retirer l'amiante dans des conditions pires que ce que c'était avant, c'est-à-dire qu'on leur a fait gratter l'amiante à sec, sans aucun masque pour la plupart des employés. Les associations de consommateurs Mobilisation et première prise de conscience aussi, car il faut faire vite. Ce n'est pas dans l'an 2000 que l'on décidera finalement de faire machine arrière, parce que la chose sera encore plus grave. Et effectivement, le temps de cancer, de latence d'un cancer est de 30 ans, mais il ne faut pas attendre que tous les cancers se soient déclenchés pour prendre les mesures qui conviennent. Un an plus tard, en 1977, c'est la première réglementation dans l'usage de l'amiante. Une limitation largement insuffisante. Jean-Paul Tessonnière
est l'un des avocats des victimes de l'amiante. Il pointe la responsabilité de l'État dans ce manque de courage à réglementer. En 1976, on prépare le décret de 77. On veut aligner sur les Britanniques 0,2 fibres pour le crocidolite. La crocidolite est la forme d'amiante la plus redoutable. On sait que le crocidolite est très dangereux pour le mésothélium précisément. Et là, le lobby de l'amiante intervient en disant non, mais 0,2 fibres, on n'y arrivera jamais. Et là, l'État dit d'accord, alors mettez 2 fibres, c'est-à-dire 10 fois plus. Et on ajoute au bas du procès verbal, cette réglementation ne permettra pas de lutter contre les cancers de l'amiante, contre le mésothélium. Il y a quelque chose quand même qui fait frémir, rétrospectivement. Le lobby est déjà à l'œuvre, financé par les industriels de l'amiante. En 1982, il installe son quartier général au cœur du 8e arrondissement de Paris, dans cet immeuble. Le CPA, ou Comité permanent amiante, est né. Annie Thébaumoni, la spécialiste des cancers d'origine professionnelle, explique comment le CPA renforce son pouvoir. Il coopte des scientifiques, des médecins. Ils vont voir les pouvoirs publics en disant on va créer une entité qui va s'occuper vraiment bien de l'amiante. Et il lance ce slogan vide de sens qui s'appelle l'usage contrôlé de l'amiante. Vide de sens. C'est aussi l'avis de Michel Ledoux, un autre des avocats des victimes de l'amiante. Qui dit usage contrôlé, dit contrôle. Or, il n'y a jamais eu le moindre contrôle. Le mot usage contrôlé, c'était un terme marketing, d'ailleurs vendu par le comité permanent amiante pour rassurer tout le monde. De l'amiante, on en trouve un peu partout. Et le slogan est tellement efficace qu'au début des années 90, les journalistes l'utilisent eux-mêmes. Dans ces usines, le risque est connu, contrôlé et aujourd'hui, semble-t-il, maîtrisé. Dans ce reportage, un médecin membre du CPA tient lui un discours rassurant. Très peu. Dans la majorité des cas, le problème n'est pas dramatique et mérite simplement d'être contrôlé. Serge de Langsdorff, le patron de l'entreprise de désamiantage, a participé aux réunions du CPA. À l'époque, il s'agissait, dit-il, de contrôler l'image de l'amiante pour surtout ne pas affoler le grand public. Disons que c'est le conseiller qui menait les débats et qui analysait les différents sujets qui avaient été discutés par la presse ou par les médias sur les problèmes d'amiante. Et donc on essayait de développer un peu ces sujets et de voir comment gérer le problème de l'amiante sans que ce soit quelque chose qui soit dans tous les journaux de tout le monde et qu'on en parle comme étant de quelque chose de cancérigène fortement et ainsi de suite. Dans ce comité, il y a aussi des représentants de plusieurs ministères, comme l'atteste ce projet de lettre au ministre du Travail de l'époque, Martine Aubry. Votre ministère est représenté au CPA depuis sa création en 1982. Le CPA influence donc la politique de la France en matière d'amiante, et le lobby est puissant. Exemple en 1991, quand une directive européenne envisage d'interdire l'amiante. Le Quai d'Orsay approuve, en soulignant dans une note sans équivoque qu'il est temps d'en finir. L'amiante provoque des maladies mortelles et a déjà fait suffisamment de victimes. Tout argument ne prenant pas en compte cet impératif de santé publique est inacceptable. Mais le CPA se mobilise et finalement fait échouer la tentative européenne d'interdiction. Le CPA, vent debout, s'est absolument opposé à ce qu'une directive européenne bannisse l'amiante, a fait un lobbying forcené et auprès des représentants français au niveau des instances européennes et à Bruxelles, et s'est même vanté d'être à l'origine du fait que l'amiante peut continuer à être utilisée. À cette époque d'un CPA tout-puissant, Claude Évin était le ministre de la Santé. Étrangement, il affirme aujourd'hui que l'amiante n'était pas du ressort de son ministère. C'était un sujet qui était traité par la direction des relations du travail. C'était beaucoup plus un sujet travail qu'un sujet santé. Donc tout ce qui était dit sur le comité permanent amiante, tout ça, vous aviez connaissance de ce comité ? Non, c'était pas suivi du tout par le ministère de la Santé. C'était les administrations liées au ministère du Travail qui suivaient ce comité amiante. Pourtant, en octobre 1993, c'est bien la Direction générale de la santé
qui reprend mot pour mot l'argumentaire du CPA. Les pouvoirs publics français estiment que cette politique d'usage contrôlé de l'amiante n'a pas lieu d'être modifiée. Cela fait 13 ans maintenant que derrière ses portes, le CPA impose sa loi. En mai 1995, la nouvelle ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, découvre l'existence de l'officine. Une des premières demandes de rendez-vous qui m'a été faite a été par l'Andeva. Les victimes de l'amiante. Je les ai reçues. Ils m'ont dit, écoutez, madame, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est quitter le CPA. J'ai dit, c'est quoi ça? Ils m'ont dit, c'est le comité permanent amiante dans lequel siège votre ministère. Je dis, c'est pas possible, mon ministère ne peut pas siéger avec des industriels. Mais j'étais naïve, dans un organisme de ce genre. Et ils m'ont dit, si. Ben, je leur ai dit, écoutez, je vous donne ma parole que si c'est vrai, ça va immédiatement s'arrêter. Lorsqu'ils ont quitté mon bureau, j'ai fait venir le directeur de la prévention de la pollution et des risques. Et il m'a dit, mais madame le ministre, ça a toujours été comme ça. Bon, c'est-à-dire qu'il avait fait que continuer ce que ses prédécesseurs avaient fait. C'est-à-dire que c'était même pas le ministère de l'Industrie tout seul qui était là-dedans, c'était le ministère de la Santé, c'était le ministère de l'Environnement. Mais c'est incroyable. Quelques années plus tard, quand les sénateurs dresseront à leur tour un bilan de la contamination de notre pays, l'activisme du CPA y sera jugé sévèrement. Nous avons constaté une trop longue inertie des pouvoirs publics. On pourrait même parler de défaillance face aux dangers de l'amiante qui sont connus depuis longtemps. Le rôle d'un lobby de l'amiante, lobby industriel, qui a en quelque sorte anesthésié l'État et donc qui a conduit à une réaction tardive et insuffisante, à nos yeux, des autorités sanitaires. Depuis les années 80, cette proximité entre industriels et politiques était pourtant évidente, notamment avec l'arrivée de ce grand patron de l'amiante au gouvernement. Roger Fourroux, c'est un peu l'homme de l'ouverture. Une réputation d'intégrité qui l'a suivi aussi bien à Saint-Gobain qu'à l'ENA. Depuis sa création en 1665, Saint-Gobain s'est sans cesse réinventé pour s'adapter au monde. Saint-Gobain, héritier de la manufacture royale des glaces, est aussi un géant de l'amiante. Une activité que la multinationale se garde bien de mettre en avant. Le rôle de Saint-Gobain dans l'amiante, il est énorme. C'est un des principaux opérateurs de l'amiante dans le monde. Pendant des années 60 à la fin des années 90. Dans le nord de la Drôme, cette usine du groupe Saint-Gobain est fermée depuis 18 ans. On y fabriquait ici des tubes à base d'amiante. Michel Dorel et Bernard Robin y ont passé toute leur vie d'ouvriers. Nous employons en gros 20 tonnes d'amiante par jour. Bon, il y avait des stockages assez importants et des arrivées d'amiante assez importantes. L'amiante arrivait en sacs de jute et ces sacs de jute étaient souvent esquintés, ouverts et c'était déchargé à la main, sans aucune protection. Et on respirait de l'amiante alors vraiment en quantité industrielle. Selon les deux hommes, dans ces années-là, leur santé était loin d'être la priorité de l'employeur. J'ai eu une conversation une fois avec un directeur. Et je lui ai dit, bon, il y a quand même pas mal de poussière dans l'usine, il faudrait peut-être qu'on puisse faire quelque chose. Sa réponse a été de me dire tout simplement que si on parlait empoussièrement, on fermait l'usine. Jusqu'à la fermeture, on nous disait toujours que c'était pas dangereux. L'inquiétude des ouvriers de l'amiante finit par être entendue. Grâce à ce rapport officiel, nous sommes alors en 1996. Nouvelles informations sur les dangers de l'amiante. Un document de l'INSERM commandé par le gouvernement et rendu public aujourd'hui avance un chiffre alarmant. 1950 personnes seront mortes cette année à cause d'une exposition à ce matériau cancérigène. Le rapport montre le peu d'intérêt porté jusqu'à présent sur cette maladie du travail. Après cette révélation, le gouvernement réagit dans la foulée. L'amiante interdit à partir de janvier prochain en France. Le gouvernement a pris sa décision dès ce matin. Aucun produit contenant la fibre cancérigène ne sera plus autorisé à la vente. Reste à défloquer les bâtiments isolés à l'amiante. Un chantier considérable. L'amiante interdit, l'usine de la Drôme ferme aussitôt ses portes. Mais pour les ouvriers, il est déjà trop tard.
Les examens médicaux révèlent ce que tous redoutaient. Moi j'ai l'asbestose, donc qui a été reconnue peu de temps après que je sois parti de l'usine, suite au scanner qu'on avait passé. Et moi j'ai des plaques pleurales. À l'heure actuelle, il y a eu 39 décès et 70 en maladie professionnelle sur 300 personnes. Gérard Ballet était leur collègue et ami. Photographié ici lors d'un rassemblement de victimes, peu de temps avant sa mort. Il y a énormément de victimes. Ce jour-là, autour des 4 enfants de Gérard Ballet, l'association locale de défense des victimes de l'amiante s'est réunie pour entendre la détermination de leur avocat. C'est une logique économique qui était de développer l'industrie de l'amiante au détriment de la santé des salariés. Ce combat judiciaire-là, on l'engage aujourd'hui, il sera long. On a besoin de vous pour qu'un jour, les responsables de Saint-Gobain viennent s'expliquer devant les enfants de M. Ballet. Je vous remercie. Quelques jours plus tard, à Paris, les enfants Ballet et les 2 anciens collègues de leur père ont rendez-vous dans le bureau de l'avocat pour porter plainte. Quel âge il avait, en fait, quand il est décédé, déjà ? 68. Ouais. Et quand il apprend qu'il tombe malade, comment il vous l'a présenté ? Alors, il nous l'a jamais dit. Il nous l'a jamais dit, en fait. Ah oui. Faut arrêter de nous inquiéter. Il voulait nous cacher, il voulait pas nous alarmer. Oui, il vous a protégé jusqu'à la dernière. Ah, mais jusqu'au dernier moment. Pourquoi vous portez plainte aujourd'hui ? Le but, poursuivre. Le but, c'est de poursuivre ce que mon père a commencé. Voilà. On est donc les 3 frères et la sœur. On a décidé de prendre sa relève pour faire justice, en fait. Vous avez eu du courage. C'est un truc qu'on s'est dit, s'il nous a laissé tout ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Et puis on sait que c'était son vol le plus cher. Il avait même fait une première... Dans cette triste histoire de l'amiante, une plainte supplémentaire qui s'ajoute aux 40 procédures déjà en cours. Mais en presque 20 ans, aucune n'a abouti, aucun procès pénal n'a encore eu lieu. D'abord, l'affaire de l'amiante est une affaire tout à fait considérable. Il y a des centaines de gens impliqués, de toutes sortes, des industriels, des gens qui appartiennent au système de veille sanitaire. Donc c'est une affaire qui est tout à fait considérable et évidemment le système judiciaire français n'a pas les moyens, en tout cas ne sait pas donner les moyens de traiter cette affaire dans un délai raisonnable. Depuis 2003, les plaintes déposées contre la société Eternit, contre l'université de Jussieu, contre les hôpitaux de Paris, pour ne citer que celles-ci, sont toutes centralisées au pôle de santé publique de Paris. Pour s'en occuper, une seule magistrate, la juge Marie-Odile Berthella-Geoffroy. Une juge d'instruction qui finit par frapper fort, en mettant en examen 7 membres du CPA et Martine Aubry, en novembre 2012. Elle reproche à l'ex-ministre d'avoir tardé à faire appliquer en France des directives européennes visant à renforcer la protection des salariés. Madame Berthella-Geoffroy a considéré qu'elle devait me mettre en examen pour mes fonctions de directeur des relations du travail il y a 25 ans, entre 1984 et 1987. J'ai pu lui exposer point par point, et d'ailleurs elle a souvent acté ces points, que j'avais toujours fait ce que j'avais à faire au regard des connaissances de l'époque, notamment en matière de réglementation et de contrôle. Martine Aubry affirme qu'elle ne connaissait pas tous les méfaits de l'amiante dans les années 90. Pour cet avocat, cette défense ne tient pas. Venir dire, quand on est directeur des relations du travail, qu'on aurait découvert les dangers de l'amiante en 1995, alors que les propres inspecteurs du travail pointaient du doigt tous les dangers de l'amiante, on les connaissait sur le terrain, par quel mystère ne les connaîtrions-nous pas à Paris, au sein des ministères. C'est pas vraiment sérieux. C'est pas vraiment sérieux. De son côté, la scientifique Annie Thébault-Moni, qui a toujours milité contre l'amiante, dit comprendre que même Martine Aubry ait pu être trompée par le lobby. Quand on se réfère à ce qu'est, à cette époque-là, le poids des industriels et l'impunité des industriels aussi, je crois que c'était difficile
probablement pour des responsables politiques ou des responsables du ministère du Travail, de prendre la mesure de ce qui se passait. Ce que je regrette, c'est que, par exemple, Martine Aubry, dans sa défense, n'ait pas dit ça, qu'elle a été mystifiée par les industriels. Ce serait beaucoup plus crédible que de dire qu'on ne savait pas à l'époque. 6 mois après la mise en examen de Martine Aubry, une mesure administrative met fin aux fonctions de Marie-Odile Berthella-Geoffroy. L'ancienne juge d'instruction se demande aujourd'hui si elle n'a pas été l'objet d'une sanction politique. Coïncidence, voilà, cette loi s'appliquait à moi à partir du moment où un des dossiers a pris une ampleur, une certaine ampleur, on va dire. Vous parlez de la mise en examen de Martine Aubry. Je ne veux pas parler de rien du tout. J'ai pas la preuve. J'ai pas la preuve. Je ne peux pas vous dire. J'ai été virée parce que j'ai mis en examen telle personne. Ça, je peux pas parce que j'ai pas la preuve. Vous pensez qu'elle a été écartée par le pouvoir politique? Oui. Très franchement, oui. Alors ensuite, ça a été habillé sous une forme juridique. On peut toujours trouver, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir de la rage. Hein. Oui, non, je pense qu'il fallait qu'elle arrête. Et je pense qu'il n'y a aucune volonté politique de sortir les affaires de santé publique, parce que ce sont des affaires qui mettent en cause la responsabilité des décideurs politiques, de hauts fonctionnaires et du monde industriel. Ça, c'est beaucoup quand vous avez les trois contre vous. Hein. La mise en examen de Martine Aubry a finalement été annulée, tout comme celle des 7 membres du CPA. Pour les magistrats, son influence réelle n'est pas établie. Les victimes de l'amiante en appellent une dernière fois à la justice. Le 17 avril prochain, on saura si Martine Aubry est définitivement libérée de cette affaire. Nous aurions souhaité la rencontrer, bien sûr, mais en raison de ses problèmes d'agenda, cela n'a pas été possible. Dans cette affaire hors norme, comment s'en sortent les grands industriels de l'amiante? Eternit tout d'abord. 3 de ses directeurs sont mis en examen. Sur le site de Thian dans le Nord, près de 200 personnes seraient mortes contaminées. De son côté, le géant français Saint-Gobain a échappé à la justice pénale et ses patrons ont tous été épargnés. Pourtant, devant les sénateurs en 2005, Claudie Mauvin, directeur général adjoint du groupe, ne peut que reconnaître la contamination par l'amiante. Question, quel est le nombre de salariés contaminés à Saint-Gobain? Réponse, on dénombre 250 à 300 cas. 10 ans plus tard, selon le bilan 2013 de l'entreprise, ce chiffre est passé à 700. Contacté, Claudie Mauvin n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le problème, c'est que Claudie Mauvin n'est pas disponible et j'ai essayé de vous trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est une période très chargée avec nos 350 ans. Je n'ai pas d'interlocuteur pour vous, je suis désolée. Mais ça veut dire que j'aurai pas de réponse de la direction de Saint-Gobain? Voilà. Nous avons alors tenté de joindre celui qui fut le PDG du groupe de 1986 à 2007, Jean-Louis Beffa. Je vous rappelle donc, suite à votre demande d'interview, oui. Malheureusement, M. Beffa ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Un silence que regrettent amèrement les avocats des victimes. Saint-Gobain fait partie des entreprises qui se sont méchamment enrichies autour de l'amiante. Même que je dirais considérablement enrichies. On a honte d'ailleurs, pour le système judiciaire français, de devoir expliquer à des victimes que des entreprises de ce niveau-là, les responsables d'entreprises, qui, je le répète, ont gagné énormément d'argent, on a honte de leur dire que finalement, ça n'intéresse pas l'univers judiciaire et qu'il ne leur arrivera rien. C'est vrai. La justice pénale n'est pas encore passée. Pour l'indemnisation, l'État s'est montré plus réactif. En 2002, le FIVA, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, a été créé. Financé par la Sécurité sociale, il est dirigé aujourd'hui par Agnès Plassard. Le titre est sans équivoque. Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, c'était la volonté des pouvoirs publics, du législateur,
d'indemniser rapidement toutes les victimes de l'amiante et leurs ayants droit pour leur éviter des procédures contentieuses. Dans ces bureaux, 170 000 dossiers ont été traités. Des victimes directes de l'amiante ou des proches. Myriam Fabre a perdu 2 êtres chers à cause de l'amiante. En 1980, son grand-père, et il y a 3 ans, sa mère. Mon grand-père était projeteur d'amiante et 25 ans après, ma mère a découvert qu'elle avait des plaques pleurales. Donc elle avait été contaminée par son père parce que, en fait, à l'époque, les ouvriers n'avaient pas de douche au travail, ils ne pouvaient pas se changer, donc ils rentraient directement à la maison avec leur bleu de travail qui était blanc de poussière d'amiante. Donc du coup, ma mère, elle a grandi dans ce contexte-là. En plus, elle était très proche de son père, donc dès qu'il arrivait à la maison, elle lui sautait dans les bras. Et donc voilà, elle en a tout simplement respiré à cette époque-là. Et puis, je me souviens très bien du moment où ma mère a appris que finalement les plaques pleurales s'étaient transformées en mésothéliome. Tout de suite, elle a su qu'elle était condamnée. Myriam n'a plus qu'un objectif, que l'entreprise assume sa responsabilité. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de faire payer l'employeur de mon papy. Pour qu'il rembourse au FIVA les sommes que le FIVA nous a versées pour notre indemnisation. Mais au FIVA, récupérer l'argent auprès des industriels de l'amiante est loin d'être une priorité. Finalement, les grands industriels responsables de cette affaire s'en sortent relativement bien. Ça, je vous laisse... Non, je parle financièrement. Ils s'en sortent bien. Je vous dirais que je vous laisse l'appréciation de ce jugement. Je ne porterai pas de jugement de ce type. Nous avons donc les moyens de financer l'indemnisation. Et je le répète, nous faisons des recours subrogatoires. Des recours subrogatoires. Autrement dit, des actions après coup pour se faire rembourser par les entreprises. Mais en 2013, sur les 469 millions d'euros d'indemnisation versés aux victimes, seuls 32 millions ont été récupérés. Myriam voudrait que ces recours contre les responsables deviennent la règle. C'est logique, quoi. C'est l'employeur qui a contaminé, donc c'est pas au FIVA de payer. C'est une question de justice. Voilà, faut que l'employeur maintenant paye. C'est aussi le point de vue de cet avocat des victimes. Mais sur l'efficacité de la justice pénale, Jean-Paul Tessonnière n'est pas très optimiste. La France est le pays où les victimes ont été les mieux indemnisées, je pense. Mais c'est le pays dans lequel les entreprises responsables de la contamination, y compris celles du lobby de l'amiante, ont été les mieux protégées. On est dans une situation qui est très insatisfaisante, c'est-à-dire que ce qui s'est passé de façon délibérée de la part d'un certain nombre d'industriels ne leur a pratiquement rien coûté, et finalement, et qu'ils sont toujours à l'abri des poursuites pénales qui normalement devraient être exercées contre eux. Donc on est dans une situation d'impunité généralisée qui va inciter les industriels à recommencer finalement le même type d'aventure. Se résigner à l'injustice après la mort de leur père, pour les enfants balais, c'est impossible. Ils veulent continuer à y croire. S'attaquer à un grand groupe comme ça, c'est quelque chose qu'on fait avec un peu de réticence, un peu de peur. De la réticence surtout, parce qu'attaquer un grand groupe comme la société Saint-Gobain, je pense que c'est pas anodin. On peut y aller ? Ce jour-là, leur avocat est venu déposer la plainte de la famille au tribunal de Valence, dans la Drôme, avec l'espoir de faire condamner ceux qu'ils considèrent comme les responsables. Saint-Gobain, c'est un grand groupe. Ils vont avoir, je pense, une multitude d'avocats. Un peu le pot de fer, on va dire. Aujourd'hui, vous êtes entouré, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Il faut avoir confiance dans la justice aussi. Même si on peut se plaindre de la lenteur de la justice pénale sur ces affaires d'amiante, mais en tout cas, il faut avoir confiance dans la justice et il faut donner les moyens à la justice de renvoyer les responsables devant les tribunaux correctionnels. À ce jour, dans le scandale de l'amiante, aucune condamnation pénale.
Peut-être un début de justice en 2015, mais rien n'est moins sûr. Seule certitude, 100 000 personnes seront mortes à cause de l'amiante d'ici 2050. Avec nous sur ce plateau, Pierre Plutat. Bonsoir monsieur, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes victime de l'amiante, vous êtes président de l'association régionale de défense des victimes de l'amiante du Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes aussi président de l'ANDEVA, c'est l'association nationale de défense des victimes de l'amiante. Face à vous, Sylvie Topalov, avocate. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Depuis 19 ans, vous êtes engagée aux côtés des victimes de l'amiante avec vos collègues Jean-Paul Tessonnière et Michel Ledoux, qu'on a vu d'ailleurs dans ce documentaire, dans notre documentaire. Je me tourne d'abord vers vous, Pierre Plutat, parce qu'on va parler du nombre des victimes dans cette interview en premier lieu. Vous avez été contaminé par l'amiante sur les chantiers navals de Dunkerque. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer de quoi vous souffrez, monsieur ? Eh bien, en réalité, j'ai appris que j'étais exposé à l'amiante, chose que je ne savais pas, par hasard. Donc, je suis atteint de plaques pleurales, indemnisé donc à 5% par la sécurité sociale. Alors, que les gens qui nous regardent comprennent bien, ce sont ces lésions sur la membrane autour des poumons. Tout à fait. Alors, ce sont des lésions, disons, importantes, qui, contrairement à ce que l'on peut dire, peuvent provoquer des douleurs. C'est ce qui est mon cas. Donc, j'ai donc des plaques pleurales. Ces plaques pleurales se sont aggravées. Donc, la sécurité sociale m'a également reconnu l'aggravation au niveau des plaques pleurales. Ensuite, une seconde maladie due à l'amiante, l'asbestose, reconnue également. Maladie pulmonaire. Maladie pulmonaire qui également. Réduit au fur et à mesure la capacité respiratoire. Voilà, tout à fait. Et actuellement, donc, est reconnue, mais avec un taux qui reste à définir, des plaques péricardiques, c'est-à-dire que c'est l'enveloppe là du cœur qui est atteinte. Alors, vous nous disiez, vous travaillez dans les chantiers navals de Dunkerque pour l'entreprise Normed. Jamais, monsieur, on ne vous a dit que vous étiez exposé à un quelconque risque ? Jamais. Ce n'est qu'après coup, c'est le hasard qui a fait que, terminant donc les chantiers, fermant ses portes, il a fallu passer un contrôle pulmonaire de manière à pouvoir faire en reconversion un stage d'ambulancier, que le pneumologue me dit « Mais monsieur, vous avez été au contact de l'amiante ». Non, j'ai jamais été au contact de l'amiante. Et vous travaillez où ? J'ai travaillé 25 ans au chantier naval. Donc vous avez été au contact de l'amiante. Alors ma crainte à moi, c'était donc d'être atteint d'une maladie contagieuse qui m'aurait interdit de faire ce stage d'ambulancier. Il m'a dit que c'était pas une maladie contagieuse. Je suis parti content parce que ce n'était pas une maladie contagieuse. J'ignorais totalement de quoi j'étais atteint. Vous avez découvert plus tard ? Je l'ai découvert plus tard en passant par hasard dans Dunkerque auprès d'une librairie. J'ai vu un livre qui était écrit par Henri Pézra. Amiante, produit cancérogène. Et là, la petite ampoule s'est allumée. Je suis rentré, j'ai acheté ce livre et je me suis rendu compte que ce n'est pas un simple rhume que j'avais. Vous n'avez jamais été protégé, pas de casque, pas de masque, pas de combinaison, rien de ce qu'on a vu dans notre documentaire à votre époque. Alors, casque, gants, chaussures de sécurité, bleues, oui. Mais je travaillais moi en tant qu'ajusteur mécanicien dans le compartiment de propulsion des navires. C'était des bâtiments énormes. Et je me souviens bien d'avoir eu à mes côtés des calorifugeurs qui projetaient l'amiante sur les cloisons. Ils avaient des pompes comme celles qu'ont les pompiers aujourd'hui avec des lampes d'incendie. Et ils projetaient cette amiante sur les cloisons. Et donc une partie de cette amiante restait collée sur les cloisons, une autre partie retombait dans le compartiment machine où nous travaillions tous. Il y avait toutes les corporations. Et donc on était blancs, on était couverts d'amiante. Et lorsqu'on n'arrivait plus à respirer, parce qu'on n'avait pas de masque, on prenait un bout de chiffon dans la poche, on se mouchait et on continuait à travailler comme ça. Ce que vous nous décrivez est quand même absolument terrible. Je voudrais qu'on parle des chiffres avec vous. L'Institut de veille sanitaire prévoit 100 000 morts de plus dans les 20 ans à venir, morts dues à l'amiante. 10 morts par jour aujourd'hui. C'est quand même, on va en parler avec vous, Sylvie Topalov, le scandale sanitaire en France, le plus gros scandale sanitaire sans doute. Combien de victimes, Pierre Plutat, dans le Nord-Pas-de-Calais ? Les victimes exactes, je ne peux pas vous le dire. Les chiffres que vous citez là, nous les disons depuis des années. 10 morts chaque jour, 3 à 5 000 morts par an, 100 000 morts dans les 2 prochaines décennies. Ce que je voudrais dire, l'image que je voudrais montrer de tout ça, c'est que nous sommes victimes en France d'un World Trade Center chaque année. Ça émue la planète complète, cette catastrophe. À juste titre, en France, c'est tous les ans qu'il y a un World Trade Center. Et on en parle si peu.
Il y a quand même les veuves, monsieur, qui sont mobilisées, qui ont commencé à tourner autour des bâtiments pour se faire entendre. On connaît il y a quand même des dizaines et des dizaines de victimes aujourd'hui. Oui. Dans votre région, en tout cas. Vous parlez des veuves. Elles étaient 50 en 2003 dans notre association. Elles étaient 140 en 2004 lors de la première marche des veuves. Elles sont aujourd'hui 605, uniquement dans notre association de Dunkerque, qui a quelques 3000 adhérents. Sylvie Topalov, on sent l'émotion de Monsieur Pluta. Vous défendez ces victimes depuis près de 20 ans partout en France. Vous aussi, vous constatez cette montée inexorable du nombre des victimes chaque année? Oui, et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce que je crois qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, on a tendance à penser que c'est une affaire qui est réglée, le dossier de l'amiante, depuis le temps qu'on en parle assez peu d'ailleurs, mais qu'on en parle malgré tout. Qu'au fond, finalement, cette catastrophe a été admise. Sauf que, depuis 20 ans, on a certes des décisions d'indemnisation, qui sont d'ailleurs de plus en plus reconsidérées à la baisse. On a obtenu l'indemnisation des victimes, mais au jour d'aujourd'hui, personne, aucun responsable industriel, aucun responsable public n'a répondu de ces actes devant une juridiction pénale. Il n'y a jamais eu en France encore le grand procès pénal de l'amiante que nous attendons. Je rappelle quand même que les plaintes que nous avons déposées ont été déposées en 1996. C'est-à-dire que ça va faire 19 ans que ces affaires sont à l'instruction. Alors, on va en reparler en détail. Je voudrais juste vous faire réagir sur ce qu'on voit dans notre reportage et qui va sans doute frapper nos téléspectateurs, c'est cette contamination environnementale. On voit les habitants d'Aulnay qui sont passés devant l'école, une orthodontiste qui venait faire des consultations, qui n'habitait même pas dans la ville. Cette fibre est partout aujourd'hui, Pierre Pluta. On la respire. Est-ce que, madame, vous recevez des dossiers aussi de victimes de cette contamination environnementale de l'amiante? Bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1er janvier 1997 tombe l'interdiction de l'amiante, mais ça n'est pas la fin de l'amiante. Le reportage le dit très bien. Il faut maintenant vivre avec toute cette quantité d'amiante qu'il y a partout et qu'il va falloir des années pour retirer. Et pendant ce temps-là, les expositions continuent. Et pas seulement les contaminations professionnelles, c'est-à-dire pas seulement les gens qui travaillent en contact direct avec ce matériau, mais aussi dans l'environnement. Alors cette école est particulièrement emblématique parce qu'elle était au centre. Côté de l'usine. Voilà, elle était en plein milieu d'une zone résidentielle, pavillonnaire avec une école, mais c'est sur les routes aussi, c'est dans... tous les bâtiments pratiquement qui ont été construits dans les années 70 ont été construits avec de l'amiante. Cette amiante est en place, cette amiante contamine, cette amiante se dégrade. Et vous savez que c'est quand il se dégrade qu'il fait de la poussière et qu'il est contaminant et qu'il est dangereux, mortel pour l'homme. Quand on entend Sylvie Topalov, Pierre Pluta, on se dit il existe forcément un répertoire, un inventaire de ces lieux amiantés en France pour que les gens qui travaillent, les gens qui se promènent, les gens qui habitent sachent où aller ou ne pas aller. Il devrait y avoir un inventaire. On devrait plutôt dire cela. Il faudrait effectivement qu'il y ait une cartographie de tous les endroits où il y a de l'amiante. Une cartographie qui soit accessible, consultable par chacun sur Internet. C'était d'ailleurs ce qui était demandé en 1998 par le professeur Gau. À l'époque, on disait que c'était trop cher à mettre en place, mais c'est indispensable. Bien entendu qu'il faudrait faire cela. Ça avait été une recommandation qui avait été faite au ministre Bernard Kouchner et à Martine Aubry. Voilà. Et ça n'a pas été suivi des faits. On devrait faire ça, Sylvie Topalov, c'est indispensable aujourd'hui? Oui, c'est indispensable. Alors, il y a une chose quand même qui est intervenue dans la réglementation, c'est les diagnostics amiante quand on vend son appartement. Et que tout un chacun, sans doute dans ceux qui nous regardent, ont eu à faire. Les gens ont eu à faire le diagnostic amiante. Alors d'abord, il faut quand même savoir que ce qui est détecté, c'est l'amiante visible. Donc en général, on ne va pas évidemment détruire les faux plafonds pour voir s'il y a de l'amiante en dessous. Donc déjà, ça n'est pas complet comme inventaire. Mais de surcroît, ça ne vaut qu'en cas de cession. Il faudrait effectivement, et c'était une recommandation maintenant qui est ancienne, mais on a l'habitude, dans le domaine de l'amiante, il faut un temps absolument invraisemblable. S'il n'y avait pas eu, il faut quand même le rappeler, s'il n'y avait pas eu les victimes en 1996 pour se réunir, pour faire pression, pour déposer plainte, aucun parquet
n'avait spontanément diligenté des enquêtes pour savoir pourquoi des ouvriers, par exemple à Eternit ou à la Normed, mouraient par centaines chaque année. Ça se voyait. À l'hôpital, on le savait. Jamais aucun parquet n'a diligenté une enquête. Il a fallu les victimes et leurs associations pour que le scandale vienne sur la place publique. Et depuis, on attend. Alors, des réglementations ont été prises, l'amiante a été interdite. Je ne veux pas dire que rien n'a été fait, mais c'est quand même extraordinairement lent. Alors, je voudrais quand même, si vous le permettez, puisque vous voyez dans le sens de ce que dit Sylvie, effectivement, vous parliez tout à l'heure des veuves de l'amiante qui ont marché autour du palais de justice de Dunkerque durant plus d'1 an, toutes les 3 semaines, ne l'oublions pas. Eh bien, c'était justement pour cela que nous avons marché autour du palais de justice de Dunkerque, parce que ces dossiers, ces premières plaintes qui étaient déposées, eh bien, elles dormaient. Elles dormaient au plus profond des tiroirs du procureur, sans que jamais il n'y touche. Donc ça nous est devenu totalement indispensable. Donc c'est à force de tourner autour de ce palais de justice, avec toutes les associations qui sont venues, bien entendu, soutenir ces marches, que un jour, une circulaire, le procureur m'avait appelé en disant « j'ai reçu une circulaire, effectivement les dossiers iront au pôle de santé publique ». Sinon, aujourd'hui, probablement on ne parlerait pas encore de ce problème de ce scandale de l'amiante. On va en venir précisément à la justice et on le comprend bien, c'est le dossier, c'est l'enjeu de cette enquête. Mais je vais me faire l'avocat du diable, Pierre Plutard. On parlait de l'inventaire des zones amiantées qui n'existent pas en France aujourd'hui. Mais ce qu'on entend aussi dans notre reportage, c'est que ça coûte extrêmement cher. 7 000 € pour une petite cuisine pour enlever l'amiante, c'est ce qu'on voit dans notre enquête. Voilà, c'est un chantier, c'est un budget, 2,5 milliards pour désamianter le parc HLM. Qui va payer? Oui, qui va payer, c'est la bonne question. La réponse, à mon sens, elle devrait être assez simple. Il faut que les pollueurs empoisonneurs soient condamnés à assumer toutes les conséquences, y compris financières, de leurs actes criminels. Je veux dire, financer l'éradication de l'amiante, la collecte, l'élimination des déchets et l'inertage, et également condamnés à payer tous les préjudices causés aux victimes. Moi, ça me semble tout à fait logique. Alors, vous avez assisté, évidemment, au procès d'Eternit en Italie. C'est le plus grand procès, jamais organisé sur l'amiante en Europe. Comment vous l'avez vécu? Il y a eu un grand espoir, et puis il y a eu une très grande déception. Énorme espoir. Pour eux, bien entendu, mais pour nous aussi. On voyait que ça avançait en Italie. Et ce jour où nous étions à Rome, je n'oublierai jamais, je ne peux pas l'oublier. Je pense que jusqu'à mon dernier jour, je verrai les larmes dans les yeux de ces personnes qui entendaient cette décision de la Cour suprême d'Italie qui, exonérait de ses responsabilités, Schmideini, le responsable d'Eternit. Attendez. Je rappelle juste le jugement, Pierre Plutard, pour nos téléspectateurs. En juin 2013, le propriétaire d'Eternit, dont vous venez de citer le nom, a été condamné à 18 ans de prison et 90 millions d'euros de dédommagement. Puis le jugement, comme vous le rappeliez très justement, a été annulé à Rome en cassation. Oui, je voudrais ajouter, il y a un très grand sentiment d'injustice aujourd'hui chez les victimes de l'amiante. Certes, elles ont été indemnisées, je l'indiquais tout à l'heure, ces indemnisations sont sans cesse revenues à baisse, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça n'a pas coûté grand-chose aux industriels. Non seulement ils n'ont jamais eu à répondre de leurs actes, mais les condamnations financières et les indemnisations qui ont été fixées au bénéfice des victimes, la plupart du temps n'ont pas été payées par les industriels, soit qu'ils aient fait soutenir que ces maladies professionnelles ne leur étaient pas opposables parce que la procédure n'avait pas été respectée, soit que les victimes soient indemnisées, c'est dans le reportage également, par le fonds d'indemnisation. L'indemnisation du fonds d'indemnisation, c'est nous, ce sont les... Il y a un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, il y a aussi les tribunaux de sécurité sociale, ça veut dire que c'est les collectivités, les contributeurs, c'est nous qui payons? Le fonds FIVA, oui. C'est payé. Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. C'est financé principalement par l'État. Devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, normalement, ce serait aux industriels de payer. Et pendant des années, pour des questions de procédure, je ne vais pas appesantir les débats, elles n'ont pas payé. Ça ne leur a rien coûté. Et donc, si vous voulez, on a un sentiment vraiment d'une grande injustice, parce qu'on se dit que, mais avec tout ça, avec ce scandale, avec ces 3000 morts par an, on n'arrive pas à accrocher
un visage, une responsabilité, un homme derrière ces négligences et ces actes qui ont été commis. Et de surcroît, ça n'a rien coûté aux responsables. Vous comprenez bien que... Double scandale. Voilà, double scandale. Et la crainte, évidemment, pour les victimes, qu'une catastrophe sanitaire comme celle-ci ne se reproduise. Si personne ne paye au sens figuré et au sens propre du terme, il n'y a pas de raison qu'on prenne des mesures de sécurité au travail, dans l'environnement, etc., si ça passe aussi facilement. Alors justement, vous avez déposé plusieurs plaintes au nom des victimes depuis 20 ans. Qu'est-ce qui explique, là c'est votre constat qui est terrible, qu'est-ce qui explique selon vous qu'on n'ait toujours pas de procès pénal, un grand procès pénal de l'amiante en France au vu de tout ce que vous nous décrivez ? Écoutez, je crois que manifestement, l'appareil judiciaire français n'est pas armé ou ne s'est pas donné les moyens de remonter les responsabilités. Il y a une difficulté, qui est une difficulté objective. C'est qu'en 1996, quand on porte plainte, alors que des gens meurent, et ils meurent encore, on va être obligé de remonter, compte tenu des délais d'apparition des maladies, on va être obligé de remonter à l'examen des conditions de travail telles qu'elles prévalaient dans ces usines dans les années 70. Donc vous voyez bien que la preuve est difficile à faire, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les archives, qu'il faut remonter les degrés de responsabilité, quelle était la réglementation à cette époque, qu'est-ce qu'on savait, quelle était, puisque c'est sans cesse ce que nous oppose, on nous dit mais la conscience du danger, vous examinez les faits à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui, en 70 c'est l'argument qu'on vous oppose à chaque fois. Pour être très concret, combien de plaintes et de dossiers suivis par des juges au pôle de santé publique aujourd'hui? Il y a 40 industriels, sites industriels qui sont mis en cause aujourd'hui au pôle santé publique à Paris. Il y a 4 gros dossiers, le dossier contre Eternit, le dossier contre Valeo, le dossier contre Jussieu, le dossier de la Normed, 5, et le dossier Amisol. D'accord. Les responsables visés par les plaintes des victimes, quels sont-ils? Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie des industriels, les directeurs d'établissements, la personne morale de la société Eternit. Et par ailleurs, le deuxième volet des responsabilités, ce sont les administrateurs publics, les hauts fonctionnaires et les membres du comité permanent amiante dont il a été question, qui ont également été mis en examen. Dans ce deuxième volet, toutes les mises en examen ont été annulées par la Chambre de l'instruction. On va y revenir dans un instant. Je voudrais juste qu'on fasse réagir Pierre Plutard. Qu'est-ce que vous attendez? J'imagine que vous l'attendez, monsieur, ce procès au pénal sur l'amiante, mais qu'est-ce que vous attendez de cet éventuel procès? Qu'il y ait un visage, comme disait madame Topalov, sur ce qui a été commis? En réalité, ces visages, on ne les voit pas, on ne les voit jamais dans les tribunaux. On peut aller au pénal, on va en faute inexcusable, on ne voit jamais un responsable. Mais si vous le permettez, je voudrais simplement quand même ajouter à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que tant que tous ces responsables, j'ai bien dit tous, ceux qui siégeaient au CPA, ils donc le comité permanent amiante, le groupe, le lobby qui défendait les intérêts de l'amiante pendant toutes ces années. Tant que tous ces responsables, tous les responsables de ces catastrophes sanitaires n'auront pas rendu de compte à la justice, eh bien c'est un permis de tuer en toute impunité qui est délivré à tous les empoisonneurs actuels et futurs. Il faut qu'on y fasse attention à ça. Sylvie Topalov, vous parliez des responsables administratifs ou politiques à un moment donné. Il y a un nom, évidemment, qui a retenu l'attention ces derniers mois sur cette affaire. C'est la mise en examen de Martine Aubry, qui était à l'époque directeur du travail, si je ne me trompe pas. Elle était directrice des relations du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas en qualité de ministre qu'elle est mise en examen, c'est alors qu'elle était haut fonctionnaire à la direction des relations du travail, donc au ministère du Travail. C'est pour cette période-là, qui court de 84 à 1987, donc 3 ans, pendant lesquels une directive européenne était intervenue pour baisser le seuil limite d'exposition. Et c'est une des choses qui lui est reprochée. Cette directive, eh bien, la France a mis 3 ans et demi à la transposer en droit positif. Et c'est pour ça que le magistrat, Madame Berthella-Geoffroy, voulait l'entendre sur ce temps de latence. Je dois dire quand même que sa mise en examen a été annulée par la Chambre de l'instruction à 2 reprises. Alors, vous parliez de la Cour de cassation. On saura dans une semaine si ces mises en examen restent annulées ou si elles deviennent à nouveau effectives, si vous permettez que je m'exprime comme ça. C'est ça. Quelles conséquences peut avoir la décision qu'on attend de la Cour de cassation? Je crois que c'est extrêmement important. Ah, c'est déterminant. C'est-à-dire, selon la décision qui est prise par la Cour de cassation, soit nous allons à un procès qui vise exclusivement les industriels, soit nous avons un procès, je dirais, complet,
où on examinera à la fois la responsabilité des industriels, celle des hauts fonctionnaires et celle du membre du comité permanent amiante. Cette deuxième solution, ce deuxième procès, donc on décidera la semaine prochaine, la Cour de cassation décidera la semaine prochaine si c'est dans cette configuration-là que le procès a lieu. C'est évidemment celui qui est souhaité par toutes les associations. Vous avez de l'espoir, Pierre Plutard? J'imagine que vous attendez ça avec... On ne peut pas rester sans espoir et on ne peut pas non plus comprendre qu'une telle catastrophe que celle de l'amiante, on évoqué les chiffres tout à l'heure, reste sans que la justice établisse les responsabilités. C'est impensable, c'est incroyable, c'est inadmissible. Le temps qui passe dans le dossier de l'amiante, c'est très important. Parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme on revient sur les années 70, on va avoir les gens meurent. Mais Cuvelier, par exemple, qui était... Joseph Cuvelier, qui était mis en examen, patron d'Eternit, l'équivalent, c'est son homologue en Italie qui avait été condamné à 18 ans d'emprisonnement. Eh bien, Monsieur Cuvelier est mort cet été. Donc 19 ans de procédure, 19 ans d'attente du procès pénal, ça veut dire que... il y a des gens qui ne répondront jamais de leurs actes. Bien sûr. Alors, pour revenir sur la juge d'instruction... Et des victimes qui verront non plus jamais leurs empoisonneurs condamnés. C'est important. La juge d'instruction, Madame Bertella Geoffroy, je sais que c'est également important à vos yeux. On l'a dit, elle a été dessaisie après avoir instruit pendant 10 ans ce dossier. C'est la question que tout le monde se pose, donc on va forcément vous la poser. C'est une coïncidence juridique, parce qu'on sait que c'est un élément juridique qui a été montré pour justifier le fait qu'elle soit démise, ou c'est une mise à l'écart politique? Je vous pose la question à tous les deux. C'est une curieuse coïncidence. Une curieuse coïncidence. En toute honnêteté, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle commençait à gêner cette dame, cette juge d'instruction. Et la nouvelle magistrate qui est en charge, j'imagine que vous êtes en contact avec elle. Elle a repris tous ces dossiers. En tant que victime et en tant que président de l'Association nationale des victimes de l'amiante, je ne connais que son nom. Elle ne vous a pas reçu? Non. Vous en êtes déçu? Bien entendu. Bien entendu, nous lui avons écrit, nous avons souhaité déposer 1148 nouveaux dossiers, peut-être vous alliez en parler, 1148 nouveaux dossiers de la Normède et de Solac, de manière à bien montrer que ce n'est pas une personne qui est atteinte, ce n'est pas une personne qui dépose plainte, mais c'est un ensemble, c'est des milliers de personnes pour ces deux entreprises. Eh bien, premièrement, une fois nous avons souhaité déposer ces 1148 dossiers, eh bien, le greffier n'a pas souhaité nous recevoir. Du moins, il n'acceptait pas que le président ou un représentant des victimes accompagne donc l'avocat pour déposer ces dossiers. Ça nous paraît totalement aberrant aujourd'hui qu'on nous refuse ça. Donc, on a écrit à la juge Robinson, c'était en février 2014. Donc, pour lui demander de nous recevoir, de manière à pouvoir déposer ces 1148 dossiers, nous attendons encore sa réponse. Madame Topalov. Écoutez, ça a été un coup terrible, le dessaisissement de Madame Bertella Geoffroy. Je ignore les causes, mais je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Mais enfin, on avait quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps, qui connaissait très très bien ces dossiers, qui du jour au lendemain est dessaisi. Alors, c'est pas un seul juge, c'est un collectif. Il y a 4 juges d'instruction qui sont nommés à sa suite. Ça va faire 2 ans que ces juges ont été nommés. Le président de l'association n'a même pas été reçu. Alors qu'elle ne veuille pas de dossier nouveau, c'est une chose, mais qu'on informe quand même les victimes de là où on en est. Or, à ce jour, rien de tel. Donc je crois que avoir tant attendu, pour au bout du compte avoir un magistrat dessaisi, ça a été vraiment un coup très lourd porté aux victimes et à l'espérance ou la confiance qu'elles mettaient encore dans l'institution judiciaire. On sent que ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce que le temps qui passe et peut avoir des conséquences fatales dans notre dossier. Le temps, dans notre cas, dans le cas des victimes, la montre va beaucoup plus vite que celle de la justice. Les victimes meurent, on parlait des chiffres tout à l'heure. 10 par jour. Et voilà, 10 par jour. Et ce dossier qui n'arrive pas. Mais comment peut-on simplement comprendre Imaginez qu'on puisse ne pas arriver à avancer dans une catastrophe comme celle-là. Des milliers de morts. Et on n'arrive pas à avancer dans cette catastrophe. On n'arrive pas à ne serait-ce qu'avoir un début, une date de début de procès, de manière à ce que ces gens-là comparaissent, qu'on les écoute, qu'on les entende. Tout ça, ça n'existe pas, on n'a pas. Moi, je ne sais pas, c'est pas ça la justice, à mon sens. Moi, je ne le conçois pas comme ça. Et tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un débat, un procès, que même, y compris les prévenus puissent s'expliquer, puissent faire valoir leurs moyens de défense. Et cette absence de débat, le procès, c'est qu'il n'y a pas de débat non plus. Alors, et puis, si vous voulez, je voudrais rajouter qu'il ne s'agit pas en réalité. On veut ce procès, pourquoi? Pas pouvoir couper des têtes. Ça n'a pas de sens. Mais on a besoin de comprendre.
Pourquoi on est arrivé à cette catastrophe sanitaire? Qui a laissé faire? Pourquoi on a laissé faire? Et aussi nous assurer que ça ne se reproduira pas pour ne pas que demain nos enfants aussi doivent défiler dans les rues après avoir été empoisonnés comme nous l'avons été. Et on voit même que les petits-enfants, on le voit dans notre documentaire, cette petite fille Myriam qui a perdu son grand-père puis sa maman et qui aujourd'hui se bat pour que les industriels paient notamment l'indemnisation de sa famille. Nous, on en parle ce soir à Pièce à Conviction, on est fiers de le faire, on n'est pas les seuls, il y a des reportages, il y a des documentaires, nos confrères nationaux, locaux sensibilisent sur ce sujet, mais pourquoi vous disiez très fortement c'est une catastrophe sans visage? Comment expliquez-vous qu'avec un nombre de victimes impressionnant, je le répète, 10 par jour, 100 000 dans les 20 prochaines années, on en parle aussi peu, Maître Topalov? Peut-être parce que ce sont des victimes ouvrières et que la question de la classe ouvrière intéresse plus beaucoup de gens. Enfin, je suis bien obligée de faire cette constatation. Pendant des années, ça n'a pas dépassé le cadre du niveau local. On avait la presse locale, il y avait des procédures en indemnisation qui étaient menées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction que peu de gens connaissent, et on n'arrivait pas à franchir le cap du niveau national et d'obtenir qu'il y ait une prise en compte par l'opinion publique de cette catastrophe. Donc je ne sais pas, on a à la fois vous avez raison, on en a parlé, on a fini par en parler. Mais le temps passant, et ça aussi, ça joue contre nous, cette catastrophe s'est banalisée. Et je crois même qu'il y a une espèce de lassitude à l'égard des victimes de l'amiante. On le voit dans les tribunaux. Hein. Tout le monde pense qu'aujourd'hui, la question de l'amiante est réglée. Et donc on est étonné qu'on vienne encore parler de ces victimes. Or, ces victimes, le procès n'a pas eu lieu, c'est ça qu'il faut dire. Puis là, on en parle en France, évidemment, mais il y a les ouvriers russes, les ouvriers chinois, les ouvriers indiens qui effectivement travaillent l'amiante encore dans des conditions déplorables aujourd'hui. Le mot de la fin, Monsieur Pluta? Le mot de la fin? L'espoir malgré tout, la colère? Tout ça, ça se mélange, madame. Tout ça, ça se mélange. Lorsque l'on voit dans tous les jours les victimes qui viennent nous voir dans nos associations, nos anciens collègues de travail, que l'on a bien connus, qui viennent, qui nous parlent premièrement de ce plaque pleurale, qui s'interrogent sur leur avenir. Après, on les voit revenir. Ils n'ont plus de cils, ils n'ont plus de cheveux. Ils ont subi des traitements lourds. Et à un moment donné, ils arrivent et ils comprennent ce qui va leur arriver. Ils disent maintenant, la fin est proche. Je ne vous demande qu'une chose, mais c'est de vous occuper de ma famille. Et ça, c'est horrible. J'aimerais qu'en France, la justice comprenne ça. Merci infiniment pour vos témoignages, d'être venus sur le plateau de Pièce à Conviction.